Vous êtes tous déconstitués du dossier. Pourquoi vous vous retirez? La défense, et nous n'avions pas manqué de le relever depuis l'instruction à ce jour, a été sacrifiée. Au point où, à un moment donné, on s'est demandé, mais est-ce qu'il était nécessaire d'organiser un procès? Est-ce qu'il ne fallait pas notifier les peines carrément aux personnes poursuivies? Donc nous avons eu à vivre des violations des droits de la défense les plus élémentaires. Je ne vais pas revenir sur ces détails-là. Alors nous nous sommes présentés aujourd'hui parce que nous avions espéré qu'il ne faille pas désespérer complètement de sa propre justice. Parce que sans justice, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sérénité. Et donc la défense s'est présentée dans l'espoir que les règles de procédure les plus préalables et les plus élémentaires devaient être respectées. Alors, en un premier temps, vous nous aviez entendu, la composition de la Cour, le nombre de magistrats que la loi impose pour des sessions criminelles n'est pas respecté. Et nous avions en toute élégance fait observer aux membres de la Cour et au procureur spécial que non, la loi a exigé 5 magistrats. Et donc on s'est retrouvé face à une composition ordinaire, alors que nous sommes en matière criminelle, qui est une matière spéciale par rapport à la matière ordinaire. Et donc, de façon impérative, les mises en cause devaient être jugées par 5 magistrats. Nous avons fait observer, nous avons lu les dispositions légales. C'était clair. À notre grande surprise, la Cour revient après une suspension et joint l'incident au fond. Or, vous savez très bien, pour pouvoir poser un acte dans le dossier, il faut être régulièrement composé en tant que juridiction. Et mieux, ou pire, la présidente qui dirige la Cour, nous avions en toute politesse et courtoisie demandé une suspension pour faire observer qu'elle est dans une situation d'empêchement imparable. Et donc, cette situation d'empêchement qui le place dans des liens avec la principale victime qui se trouve être le chef de l'État ne peut pas lui donner la sérénité qu'il faut, ou du moins la garantie de l'impartialité et d'un procès équitable. Et donc, ce que nous avons vu jusque-là faire dans les États ou même à une époque donnée de notre pays, c'est que quand le juge se retrouve en face de tels éléments probants et constants qui le mettent dans des liens avec les personnes qui sont en cause, en principe, elles devaient se déporter. Mais on a compris, et comme l'instruction nous avait déjà donné la mesure, que contre vents et marées, contre toutes les règles, au point où on s'est demandé où se trouve la limite. Et donc la défense, évidemment, s'est retrouvée dans l'impossibilité de cautionner ce que nous pouvons appeler un folklore judiciaire. Et naturellement, comme on devait s'y attendre pour rester fidèle à notre serment, nous avions dit nous ne donnerons pas notre caution. En tout cas, en l'état où les choses sont, nous nous sommes vus obligés de nous déconstituer après en avoir discuté avec nos clients. Voilà ce que je peux. Pour bien comprendre, vous récusez la présidente, c'est ça? Vous savez, la récusation est une formalité. Et les faits, nous avons porté en toute courtoisie les faits qui devaient l'amener à se déporter d'elle-même. Parce que nous estimons que c'est la même famille judiciaire, les avocats étant des acteurs principaux du service public de la justice. Donc, sous la conduite de l'un de nos aînés, nous nous sommes entretenus d'abord avec le procureur spécial pour lui faire observer que cette présidente, c'est la dame, la magistrate qui préside la formation, ne peut pas le faire. Parce que face au regard des liens de famille qu'elle entretient avec la principale victime. Donc, évidemment, dans un État qui se respecte et dans une juridiction qui se respecte, lorsque vous êtes magistrat, et la loi a prévu que lorsque vous vous retrouvez dans des situations qui peuvent faire soupçonner la partialité ou des situations où vous n'aurez pas la sérénité nécessaire pour pouvoir apprécier, vous devrez vous déporter. Et c'est ça qu'on a porté à sa connaissance. Le procès s'arrête? Vous l'avez paralysé? Non, on ne l'a pas paralysé. Peut-être c'est des conséquences de notre acte qui constituerait la paralysie. Le procès ne peut pas continuer en l'état parce que la loi impose qu'en matière criminelle, les mises en cause doivent forcément être assistées
d'un avocat. À quelles conditions vous revenez dans le dossier? On va aviser, comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas l'intention d'assister ou de cautionner ou d'accompagner quelque chose qui ne ressemble pas à la justice. Si elle est remplacée, vous revenez? On avisera, M. Akbaba. Et que vont faire vos clients pendant ce temps? Vous les lâchez? On ne les lâche pas. C'est d'ailleurs pour la préservation de leurs intérêts. Parce que vous imaginez à quoi sert-il d'aller comparaître devant une juridiction qui ne vous inspire pas l'impartialité, où les juges ne sont pas dans la sérénité et de façon objective. Ce n'est pas des incantations que la défense a prononcées. Il y a des faits. Et évidemment encore face à une juridiction qui est irrégulière et qui est fort, dont la régularité relève d'une formalité administrative. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on veut pour notre pays? Un procès où les gens ne suivent pas le monde et on vous a fait observer, même si entre-temps vous n'aviez pas perçu, en toute humilité on vous dit mais la loi dit que ce n'est pas comme ça qu'il faut former la juridiction. Mais nous avons l'impression qu'on veut foncer tout droit et que bon, ça dit que nous sommes dans un chaos. Voilà. Quand est-ce que vous serez informé de la suite? Bon, le procès va continuer, on ne sait pas ce que la juridiction va décider ou quelle est la décision qui sera prise face à cette déconstitution en cascade. Vous avez vu le nombre d'avocats qui sont sortis du dossier et je vous rappelle également que sans avocat, un procès d'assises ne peut pas continuer.